Bonsoir. Nous espérons que vous allez bien, malgré ces conditions qui restent assez exceptionnelles. Et nous voudrions attirer votre attention à l'anthologie de la poésie russe du début du XXIe siècle, qui vient de paraître aux éditions parisiennes Inca Press. Il s'agit du volume bilingue, les textes russes des 46 poètes russes contemporains, accompagnés par les traductions faites pour cette édition par Jean-Louis Bacchès, Elena Henry, Denis Kloski, Jean-Baptiste Parra, Elena Jakowski, Christine Zélignan, Paul Lequeux et encore Daniel Struve. Cette anthologie poursuit la série fondée par Nikita Struve, qui fut directeur des éditions Inca Press, un grand spécialiste sur la poésie de Ossip Mandelstam, de la poésie russe contemporaine. 2 volumes ont déjà apparu et ont connu plusieurs rééditions. L'anthologie de la poésie russe du XIXe siècle et la renaissance de la poésie du XXe siècle. Chaque fois, il s'agit du volume bilingue. Ce nouveau volume est constitué de poèmes écrits à partir de 2000. Cette date est à la fois conventionnelle et symbolique. Ce n'est pas chaque génération qui passe le cap d'un nouveau millénaire. Quel état au seuil, au moment de cette naissance, espérons d'une époque nouvelle, qu'est-ce que peut ressentir le poète? C'est avec cette question que nous nous sommes adressés, c'est cette question que nous avons posée aux poètes russes contemporains qui vivent en Russie, pour avoir le point de vue de l'intérieur, pour essayer de ressentir ce paysage poétique, voir les phénomènes qui sont évidents, explicites, mais surtout ceux qui restent cachés et ceux qui peut-être ne s'ouvrent qu'au regard du poète. Mais également, nous avons interrogé les poètes russes qui vivent à l'étranger, car évidemment, cette distance change beaucoup le regard sur le passé, sur le moment présent, et peut-être surtout sur l'avenir de la Russie. C'est selon ce principe chronologique que l'anthologie est composée. Dans la première partie, nous avons réuni les poètes qui sont nés comme les poètes encore dans le siècle passé. Cette partie est intitulée du XXe au XXIe siècle. Il s'agit des poètes qui notamment sont très liés avec l'école poétique nommée l'âge d'argent de la poésie russe. Il s'agit de Yelena Schwartz, Oleg Akhapkin, Ivan Жданов, Victor Krivulin, ou encore Anatoly Naiman, dont la poésie même reflète ses rencontres avec Anna Andreevna Akhmatova, ou encore Tamara Bukovskaya, qui est pénétrée par cette veine de la poésie russe. Dans la deuxième partie, nous avons réuni les poètes qui marquent de la manière consciente une rupture avec l'époque dite soviétique. Nous avons appelé cette partie l'autre regard, poète de la Russie post-soviétique. Il s'agit d'une expression que nous avons empruntée chez un des poètes de Saint-Pétersbourg, Dmitri Grigoriev, qui parle de другой отчет, un autre compte rendu, un autre point de vue. Il s'agit de poètes qui cherchent les nouvelles voies, aussi bien sur le plan formel que sur le plan sémantique, et qui souvent sont placés à la croisée des traditions poétiques extrêmement diverses. Ils se sont à la fois héritiers d'Ossip Mandelstam et des Oberyn. Ils sont très sensibles à toutes sortes de trouvailles des futuristes, des avant-gardistes russes. Dans cette partie, le lecteur français va découvrir la poésie de Pavel Baikov, d'Arsène Mirzaev, d'Alexandre Skhidan, de Maxime Amelin, Maria Stepanova, ou encore Ekaterina Belavina. Enfin,
La troisième partie est consacrée aux poètes émigrés qui vivent à l'étranger depuis longtemps. Svetlana Nosova, qui est actuellement à Munich, encore Vitaly Amursky, devenu parisien. Aux poètes qui sont rentrés en Russie après l'immigration. C'est par exemple le cas de Yuri Kublanovsky, un immigré politique dans les années 80, qui est rentré en Russie dans les années 90. Encore aux poètes de l'étranger proche, comme par exemple Dmitri Strotsev, poète de Minsk, ou encore Boris Khersonsky, poète ukrainien. Il s'agit donc d'un regard croisé. Notre idée était révéler d'un regard sur la Russie à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Des voix poétiques qui appartiennent aux écoles poétiques extrêmement diverses, qui révèlent la vision du monde qui est très variée. Donc c'est un regard polyphonique et ce soir, nous vous proposons de nous concentrer sur deux voix dans cette polyphonie, un poète et son traducteur, Ekaterina Belavina et Jean-Louis Bacchès. Les deux noms ont été prononcés et c'est avec un très grand plaisir que je leur laisse actuellement la parole. D'abord, peut-être juste deux mots sur chacun de nos deux invités. Ekaterina Belavina, poétesse de Moscou. Elle est membre de l'Union des écrivains de Russie. Elle enseigne à l'Université de Moscou. Elle partage avec les étudiants moscovites ses grandes connaissances sur la poésie française. Et Katia, il vous arrive également de donner les cours sur la poésie russe pour les Normaliens à Paris. Vous êtes auteur de très nombreux recueils poétiques, notamment Igrouchki Slov, Jouer sur les mots, qui était présenté avec succès récemment au Salon du Livre en 2019. Sans doute, entre-temps, d'autres événements poétiques ont marqué votre chemin. Nous en allons parler sans doute ce soir. Et vous avez beaucoup de chance de voir comme traducteur Jean-Louis Bacchès. Jean-Louis Bacchès, que tout le monde connaît comme professeur émérite, comparatiste renommé, qui aborde des sujets très originaux dans le domaine entre littérature et musique, entre autres. Jean-Louis Bacchès, qui est éminent traducteur. Il a traduit Homère, Hésiode, Nietzsche, Tennyson, Lope de Vega, Goldoni. Donc la liste qui est très longue et très variée. Dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, dans la littérature russe, il a traduit Eugène Onegin de Pouchkine, parmi plusieurs d'autres poèmes pouchkiniens, Le démon de Lermontov, le cycle consacré à la belle dame de Bloch, au contraire, ou encore presque l'intégralité de la poésie d'Anna Akhmatova. Voilà donc un champ très fécond pour des échanges. Je laisse avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir la parole à Katia Belavina, à Jean-Louis Bacchès, et je les remercie très vivement pour cette possibilité d'assister au dialogue entre poète et traducteur. Et peut-être pour commencer, la question qui me paraît presque inévitable, Jean-Louis Bacchès, Katia Belavina, comment vous êtes-vous rencontrés? Bonsoir, chers amis, chers collègues. Je tiens à dire d'abord que je suis très heureuse de vous retrouver à distance et nous sommes tous un peu nostalgiques de ces réunions aux éditeurs réunis à Paris, ces soirées qui sont devenues vraiment un point d'échange pour tous ceux qui s'intéressent à la culture russe. Jean-Louis,
il y a un problème de son quand on parle à plusieurs, on peut avoir des décalages. Mais comme ça va? Est-ce que ça va, le son? Bon, on sait, je vais dire que j'ai vraiment de la chance d'avoir un traducteur que j'ai connu d'abord par ses traductions d'Eugène Onegin. Et puis, nous nous sommes rencontrés pendant un colloque à Lyon, un colloque sur la traduction de la poésie. Et c'était vraiment une grande chance pour moi. Jean... Mais oui. Est-ce qu'il faut que je parle? Tout à fait. C'est... Bon, alors, effectivement, nous nous sommes rencontrés à Lyon. Je me rappelle très bien, vous aviez des questions à poser, nous avons parlé ensemble. Et puis, vous m'avez montré 2 ou 3 de vos poèmes, et j'ai vraiment tout de suite eu envie de les traduire. C'est le genre de poésie qui me va. Alors, j'espère que je ne vous ai pas imposé une manière de traduire qui ne correspondrait pas tout à ce que vous avez l'habitude, mais vous traduisez vous-même, donc vous savez combien c'est difficile. C'est difficile et passionnant, et je dois dire que les traductions, vos traductions ont beaucoup influencé ma vision de ce métier de traducteur poétique. Mais on est tout de même parti, tout simplement, d'un poème que vous avez, vous, consacré à la traduction, qui s'appelle Rajdieni Pirvod, la naissance d'une traduction. Et ce poème-là peut, comment dirais-je, éclairer tout ce que nous allons dire dans la demi-heure qui suit. Alors, il faudrait d'abord que vous le lisiez. Donc, je lis ce poème. Рождение перевода. Убийство собственного «я». Короткий обморок в другого. Слова иного жаждут слова, переливаясь за края иноязычия бытия. И против них нельзя бороться. Ты пишешь с сгустками эмоций. Их музыка уже твоя. On tue son propre moi. Pour un instant, on s'évanouit dans l'autre. Les mots ont soif d'autres mots. Passe par-dessus la digue que la vie met entre les langues. Contre eux, on ne peut pas lutter. Tu écris avec des émotions coagulées et leur musique est déjà la tienne. Merci beaucoup pour cette traduction, parce que c'est cette expression par-dessus la digue des langues, je l'ai prise pour quelques articles sur la traduction, parce que c'est vraiment une belle expression en français. Et je l'ai écrit au moment quand j'ai commencé à faire de la traduction poétique. C'était des traductions de Paul Verlaine. Alors, on continue? Oui. Je vais lire encore un poème. On va en lire 3 ou 4 à la Chine. D'accord. Allez. C'est à peu près la même période, c'est le début des années 2000. Дома тихо, как в шкатулке, а за окнами пурга. На дома и переулки сыплет пышные снега. Мы проснемся завтра поздно, в снежной дымке кружевной. Ты о чем-то несерьезном будешь говорить со мной. Зимний день обыкновенный. Небо — чаша с молоком. Пить тепло таких мгновений непривычно и легко. On est bien là, comme dans un écrin. Dehors, la tempête fait rage, semant ses neiges somptueuses
sur les maisons et les venelles. Nous nous réveillerons tard demain dans une dentelle de neige. Tu me parleras de quelque chose qui ne sera pas vraiment sérieux. C'est un jour d'hiver comme d'autres. Le ciel est une tasse de lait. Boire tout chaud de pareils moments. C'est inhabituel et c'est doux. Ça ne va pas avec la saison, c'est plutôt, on est en été, le premier jour d'été. Il pleut à verse à Moscou et aux alentours. Il paraît qu'il fait très beau à Paris et à Strasbourg. On est dans des points éloignés. Oui, oui, et en Touraine aussi. Oui, vous apercevez ça à travers ma fenêtre. Il fait beau, mais justement, si on écrit des poèmes uniquement pour dire ce qui est là, maintenant, ça ne sert à rien. Il faut se promener, il faut se métamorphoser. Voulez-vous dire le suivant, celui qu'on avait prévu? Oui. Celui-là, je l'aime beaucoup. Le suivant, c'est dans les poèmes que j'ai écrits quand j'étais étudiante à la faculté des lettres, il y avait beaucoup de dialogue avec des livres que j'étais en train de lire. Et c'est un poème qui dit bonjour à Pascal et à Mayakovsky en même temps, bizarrement. Старинный пыльный бархат неба, соринки звезд. Снег, ты стройный стебель, идущий в рост. И чья-то жизнь излом асфальта, побеги ввысь. И пусть не все фрагменты смальты еще сошлись, но мы смотрели, замирая, как из-под бархатного края сквозят цвета. Мозаикой совпадений земных и ангельских владений здесь начата. Le ciel, un velours fatigué. Les étoiles, des grains de poussière. Tu es un roseau, une tige droite qui ne cesse de grandir. Cette vie, une fente dans le bitume, des surgeons y poussent. Qu'importe si les fragments d'émail ne sont pas réunis encore. Nous regardions le cœur battant, à partir des bords du velours, se glisser des couleurs. La mosaïque des coïncidences, chez les humains comme chez les anges, commence à prendre forme. Merci pour cette traduction. Et merci pour la mosaïque des coïncidences. Si un jour j'arrive à écrire un article sur vous, je l'appellerai la mosaïque des coïncidences. Oui, c'est la sensation de vie que j'ai parce que souvent, le destin vraiment m'a comblé de cadeaux, de rencontres. Quand je lis d'abord un livre et puis je rencontre l'auteur et c'était vraiment magnifique. Comme c'était le cas de traducteur de Eugène Onegin, Jean-Louis Bataille. Je vais lire le suivant. C'est un poème qui montre que je suis poète de Moscou, mais c'était un dialogue un peu... Non pas un dialogue, mais en pensant avec une petite pensée à un poète français. Et je demande si on peut
si ceux qui nous écoutent peuvent écrire des commentaires, je serais curieuse de savoir si vous allez reconnaître quel est le lien entre M et Blaise Cendrars. Мой город розовый, безе миндаль твоих церквей на тоненьком подносе. К полудню слезки меда или льда почти видны становятся сквозь осень. Умей смотреть, как старится янтарь, янтарь сердечек дрогнувших на липах. Ты с тихим звоном открываешь ларь чужих скорбей, исповедальных схлипов. Тогда смешаешь желтый с золотым и не подсвечник чистопрудным, светлым и пустым. На то Москва ты, чтоб слезам не верить. Ma ville, tu es rose, amande et meringue. Sur un mince plateau, tu offres tes églises. Vers midi, à travers l'automne, on verrait presque des larmes de miel, des larmes de glace. Sache contempler l'ambre qui vieillit, l'ambre des cœurs tremblant sous les tilleuls. Presque sans bruit, tu ouvres le coffret des sanglots, des tristesses avouées. Puis, mélangeant le jaune et l'or, sur le boulevard des étangs clairs, vide et lumineux, tu mets des chandeliers. Voilà pourquoi tu es Moscou, pour que personne ne croie plus aux larmes. Merci beaucoup, Jean-Louis. Moi, je n'ai pas vu Sandra. Hein. Sandra, non. Mais non, j'ai pensé, vous allez me dire si c'est vrai, dans les guides pour touristes, on explique que la cathédrale de Saint-Basile, le Bienheureux, à côté de la Place Rouge, est un gâteau avec de la crème. Je ne sais pas si ça se dit en Russie. En Russie, plutôt non, mais je pensais, je travaillais sur la prose du Transsibérien et le Kremlin était comme un immense gâteau tartare croustillé d'or. Mais je crois que cette métaphore chez lui, parce qu'il était peut-être, il était jeune et il avait faim, tout simplement, et donc il voyait partout quelque chose de délicieux. Même dans l'architecture. Et un peu en pensant à cette image que j'ai eu ces deux premières lignes. Mais bien sûr, et c'était la dernière ligne, elle évoque le film Moskva слезам не верит, mais je n'ai pas du tout pensé à ce film à l'époque. C'est juste le sens de cette idée que je voulais y mettre, mais non pas la référence au film. Et dans ce... Et ça, Oui, Tatiana. C'est très intéressant, justement, Katia, parce que j'ai voulu poser la question à Jean-Louis. Est-ce que lui, il connaît ce film? Est-ce qu'il a reconnu cette référence? Est-ce qu'il a cherché par sa manière de traduire aussi nous renvoyer à ce film? Et c'est très intéressant que vous dites vous-même que c'est presque votre expression, d'une certaine manière. Donc, mais Jean-Louis, vous connaissez ce film? Pas du tout. Je trouve que c'est magnifique. On est vraiment à l'origine de la naissance d'un langage poétique qui est propre à Katia, qui est traduit de la manière fidèle par son traducteur. Donc, a priori, on oublie le référent dans ce cas. Mais c'était un poème écrit vraiment à Чистопрудный boulevard, si on traduit ce nom, c'est des étangs clairs. Mais je ne pensais pas du tout au destin de ce personnage, mais qui a un peu prédit mon propre destin.
Mais à l'époque, ce n'est pas du tout le cas. C'était loin de ça. Donc, dans le texte original, il n'y a pas de guillemets. Москва слезам не верит. C'est écrit comme... Oui, c'est sans guillemets, c'est sans penser vraiment au sujet de ce film. Et dans cette traduction, ce que j'aime beaucoup, ce que Jean-Louis a apporté, c'est cette apostrophe « Ma ville, tu es rose ». Parce qu'il a senti que j'étais en train de parler à la ville. J'étais en dialogue avec la ville. Mais c'est vraiment, c'est ce qui rend en français bien l'idée de cette image. Je reçois quelques messages qui me disent que la vidéo ne passe pas sur Facebook. Est-ce que c'était prévu comme ça? Je pense qu'il y a un problème technique. Et moi-même, je vois personne et je parle un peu dans le vide. Bon, donc, mais c'est écrit que c'est en ligne et que ça enregistre. Bon, j'espère que ça va passer. Mais je suis heureuse de vous retrouver, en tout cas, tous les deux, et pouvoir parler, pouvoir échanger, pouvoir. Nous espérons très vivement que pour ceux qui nous écoutent, au moins, ils nous entendent. Donc, dans la poésie, ce qui compte, c'est la voix. Et entendre vos voix, Katia et Jean-Louis, c'est l'essentiel. Si c'est le cas, je ne sais pas, Katia, si vous pouvez demander peut-être aux gens qui vous écrivent, est-ce qu'ils entendent? Est-ce que la sonorité est bonne? On m'écrit, donc dans les messages, c'est que ça doit commencer dans quelques minutes et ça ne commence pas, mais c'était il y a 3 minutes. Donc. Mais qu'est-ce que je dois commencer? Non, mais c'est sur l'événement sur Facebook, quand les gens viennent, ils voient en Russie que ce n'est pas... voilà, bon, le lien n'était pas bon, tout marche. Donc, heureusement... Donc, c'est une proposition pour continuer. Oui, nous pouvons continuer, tout va bien. Oui. Alors, passons à un autre poème qui a provoqué des commentaires que vous n'attendiez pas. C'est le poème qui s'appelle «Прошли, уже проходит». Lisez-le. Прошли. Уже почти проходят, игра в поэзию и дождь. Что я найду взамен мелодий, которых от меня ты ждешь? Чем заменить стихи и травы, и песни родниковых дней? Не делают плохой оправы для драгоценнейших камней. Мне не совсем еще понятно, откуда возникает грусть. Но раз тебе со мной приятно, я это портить не берусь. C'est un poème fait exprès pour démontrer que la littérature comparée est idiote. Il ne sert à rien. Ils sont passés. Ils vont presque passer la pluie et le jeu de poésie. Par quoi remplacer les mélodies que tu attends encore de moi? Où trouver des strophes et des herbes, le chant des jours qui étaient des sources? Ce ne sont pas des cadres malvenus pour les plus précieuses des pierres. Je n'ai pas encore compris d'où me vient cette tristesse. Avec moi, tu te sens bien. Voilà ce qu'il ne faudrait pas gâcher. J'aime beaucoup cette strophe. Si simple, enfin c'est... Alors c'est là que certains lecteurs français se disent « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je n'ai pas encore compris d'où me vient cette tristesse. » Et c'est là que
ma collègue Michel Fink, qui a fait une postface très importante à notre recueil. Non, il n'y a pas son portrait. C'est là qu'elle dit Verlaine. Et en plus, on commence par la pluie et le jeu de poésie. Alors ce poème, quand vous l'avez écrit pour vous, et vous n'aviez pas encore fait cette importante thèse sur Verlaine, et vous n'aviez pas traduit Verlaine. Voilà, tant pis pour nous, mais qu'il y ait un rapport entre la pluie et le jeu de poésie, un rapport entre les strophes et les herbes. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans vos poèmes. Les choses existent, les choses sont là, et vous faites partie de ces poèmes, de ces poètes qui considèrent que la poésie métaphysique, comme disait Pouchkine, n'a pas grand intérêt, puisque plus on est près du ciel, et plus il fait froid. Chez vous, il ne fait pas froid, même quand il pleut. Alors, nous avons lu là les poèmes qui figurent dans l'anthologie, mais j'aimerais bien qu'on lise aussi d'autres poèmes, si on a le temps. Est-ce que je peux ajouter que j'étais vraiment très, très heureuse de retrouver Michel Fink dans cet ouvrage et lire sa postface. C'est un poète que j'apprécie beaucoup et son opinion est très précieuse pour moi. Mais je crois que peut-être j'ai choisi Verlaine comme thème, comme sujet de ma thèse, justement parce qu'il y avait quelque chose qui nous rapprochait, que je sentais avant. C'est comme de la télépathie littéraire. Donc, peut-être c'est bien dans cette ligne de poèmes et de pluie qui commence par Paul Verlaine. Merci beaucoup. On passe au suivant. Je vais... Est-ce qu'on a encore du temps? On a du temps. Pardon? Tout à fait, on a du temps. On a du temps. Est-ce que vous voulez qu'on parle tout de suite de Clitia? Oh, oui. Ce sont des choses... Oui, c'est beaucoup plus récent. Oui, justement. Ça vient du livre qui a été publié il y a 2 ans chez Delirium, une petite maison d'édition à Avignon. Et donc, je lis, et ce sont des partitions sonores. Les sujets sont connus. Ce sont des sujets des mythes antiques. Et c'est beaucoup... c'est très... Comment dire? Je n'ai pas pensé à Ovide directement quand je l'écrivais, mais je dois reconnaître que oui, il est très présent. Oui, alors il s'agit... Pardon. Oui, vous pouvez... Alors, il s'agit d'abord d'images qu'on voit sur l'écran, derrière Katia. Il y a 3 images dans le volume. Et alors, nous sommes 2 à avoir travaillé sur vos textes, si bien que vos textes se reflètent de 2 manières un petit peu différentes. Je m'en suis mêlé donc, et évidemment aussi les traductions. Il y a des traductions de Florian Wouteff. Donc les images sont les images de Christian Kianoche Samlouki.
Alors, il s'agit donc de 6 poèmes consacrés à des mythes. Le recueil s'appelle en français « Filles, fleurs, métamorphoses ». Donc il est évidemment question plus ou moins d'Ovide, il est évidemment question plus ou moins d'histoire de femmes transformées en fleurs, et vous les faites parler. Alors, nous avons choisi un texte, un peu parce qu'il n'est pas trop long, un texte consacré à Clytie. Clytie est cette nymphe qui a été transformée en tournesol. Et c'est à elle que vous donnez la parole. On va peut-être les lire par petites fois, si vous voulez, puisqu'il y a 6 fragments, si je ne me trompe. Non, 4, excusez-moi. Vous lisez un fragment et je traduis immédiatement après. D'accord, d'accord. Oui, d'accord. Нарисуй мне подсолнух, солоно море, солоно слезы, соло, да соля. Скоро рана подсохнет, скоро краска подсохнет, скоро на волю. Dessine-moi un tournesol. Dessine-moi un tournesol. Salée la mer, salées les larmes. Solo da sola. Bientôt va sécher le sang. Bientôt va sécher la couleur. Bientôt libre. Помнишь, как все это было? Клития, неужели? Горе нам горе. Ревность нажали желание. Разлучницу не полюбят, взгляда не отводя, вечно следя. Tu te rappelles comment c'était, Clytie, vraiment? Malheur sur nous, malheur. La jalousie sur le dard du désir. Celle qui a brouillé les amants, personne ne voudra l'aimer. Sans détourner les yeux, le regard toujours fixe. Ни есть, ни спать, ни сесть, ни пасть. Только он, солнце, к нему тянуться. Только он, солнце, на таких равняться. Если цветком обернуться, может ли боль уняться? Оторваться от стебля, взмыть вверх. Сил нет. Ne pas dormir, ne pas s'asseoir, ne pas mourir. Lui seul est le soleil, il attire tout à lui. Lui seul est le soleil, s'égaler à lui. Si je deviens fleur, oublierai-je la douleur? M'arracher à ma tise, pas de force pour m'envoler. Просыпаться цветком каждое летнее утро, лепестками своими манить, обнимать, греться в лучах, наполняться светом медовым. В пасмурный день будет чем поделиться, будет всего вдоволь. В теплом счастливом доме ласка в лодке ладоней и для людей любимых, и для малой небесной птицы. Me réveiller fleur chaque jour de l'été, faire signe avec mes pétales, l'embrasser, me chauffer à ses rayons, me remplir de son air brûlant, de sa lumière de miel. Même par un jour terne, on peut partager. Chacun aura son content. Dans le bonheur de cette maison chaude, caresse au creux des paumes, et pour ceux qui sont aimés, et pour les oiseaux du ciel. Merci beaucoup pour cette lecture. Et oui, mais c'est désolant. Oui, Laski Vodki Ladoni, le traducteur ne peut que désespérer.
Mais il y a vous avez pu rendre tout ce qui était impossible à rendre, à mon avis, ревность на жаль et желание, la jalousie sur le dard du désir, il y a toutes les sonorités qui sont là. Et c'était surprenant de retrouver tout. Coïncidence. Et alors, vous aussi, vous êtes traductrice. Oui, Et vous avez en particulier traduit des poètes français, des poètes classiques. Vous avez traduit Verlaine, vous avez traduit Marceline Desbordes-Valmore. Vous avez traduit aussi des contemporains. Il y a un poème qui n'est plus, si j'ai bien compris, qui n'a pas été publié, que très peu de gens peuvent connaître. C'est votre traduction de ce texte. Pour moi, la traduction... Il s'appelle Fruits. Fruits. Ça vous ressemble de consacrer un texte à des fruits. Dans les chambres des vergers, ce sont des globes suspendus que la course du temps colore, des lampes que le temps allume et dont la lumière est parfum. On respire sous chaque branche le fouet odorant de la hâte. Ce sont des perles parmi l'herbe de nacre à mesure plus rose que les brumes sont moins lointaines. Des pendeloques plus pesantes que moins de linge elles ornent, comme ils dorment longtemps sous les 1000 paupières vertes, et comme la chaleur par la hâte avivée leur fait le regard avide. C'est un poème de Philippe Jacotet dans le recueil Oiseaux, fleurs et fruits, et vous l'avez traduit. J'espère que cette traduction sera mieux connue bientôt. Je vais lire la traduction. C'est un poème qui me fascine parce que c'est comme une devinette dont la solution est donnée à l'avance, mais le texte, si on le lit lentement, est vraiment énigmatique et merveilleux. Плоды. В спальнях фруктовых садов есть подвешенные шары, что время на бегу раскрасит, светильники, что время зажигает, и свет их источает запах. И дышится под каждой веткой душистым взмахом торопливых розок. Жемчужинки на перламутре травы тем розовее, чем влажные туманы ближе. А подвески тем тяжелей, чем ажурнее белье, что украшено ими. Как долго спят они под тысячами век зеленых, и как жара, оживленная спешкой, их дарит жадным взглядом. Je crois que la traduction, c'est une possibilité de vivre dans la langue quelque chose que l'auteur a vécu dans sa langue maternelle. Et c'est pour ce moment d'intimité avec l'auteur que je traduis. C'est pour ça que j'ai eu la chance de traduire Marceline Desbordes-Valmore, Verlaine, un peu de Jacotet et Jean-Michel Montpois, que j'estime beaucoup parmi les contemporains. Voilà. Vous savez que, oui. Vous savez que Jacotet a appris le russe pour traduire Mandelstam. Oui, c'est extraordinaire, ces traductions. Et je me rappelle comment j'ai découvert Philippe Jacotet. C'était dans une bibliothèque. Il y avait un grand nombre d'anthologies poétiques et je voulais choisir un poète pour ma thèse.
parce que au début, je croyais que je n'allais pas écrire sur Verlaine. C'est trop, trop, comment dire, il y a d'une manière, il y a trop écrit, de toute manière, il est impossible d'écrire sur lui. Je voulais quelqu'un beaucoup moins grand, disons. Et je cherchais et j'ai pris une anthologie, je ne me rappelle plus ce que c'était, mais du coup, tous les poèmes, tout le choix des auteurs me parlaient. Et je regarde et c'était le choix par Philippe Jacotet. Et c'est comme ça que j'ai découvert son existence. Maintenant, c'est un de mes poètes préférés. Voilà, c'est pourquoi vous l'avez traduit. Oui. Donc, il y a bien quelque part une espèce de correspondance. On ne sait pas très bien pourquoi. On est toujours un dialogue, je crois, à travers le temps et à travers les textes. On est toujours unis et malgré toute cette situation que nous vivons tous, on est du coup très rapprochés par la poésie et comme Jean-Claude Schneider vient de m'écrire, la poésie peut se lire en toutes circonstances. Et voilà, donc on est rapprochés par la poésie et par Imca Press ce soir. Je remercie vivement Tatiana pour l'idée de cette rencontre, pour cette belle nouvelle de publication. Cette anthologie qui a réuni les auteurs qui sont très intéressants, très différents et c'est un livre qui continue cette série que j'ai commencé à collectionner chez Imca Press. Et j'attendrai le livre quand il parvient en Russie, jusqu'en Russie. Très grand merci, Katia. Nous sommes très touchés par cette réaction qui compte beaucoup, même énormément pour nous. Et puis, bon, c'est très difficile d'ajouter la troisième voix dans ce dialogue qui était parfait. Justement, pas construit, il était spontané, il était vivant, il était poétique. Je voudrais peut-être juste vous poser une question à vous deux, parce que vous deux, vous êtes traducteurs. Katia, tout à l'heure, vous avez très bien dit que pour vous, traduire, c'est aussi ressentir ce moment d'intimité avec le poète traduit. En vous écoutant, en écoutant Jean-Louis, je pensais que peut-être c'est aussi le moment pour ressentir la naissance même du poème. Je m'explique. D'habitude, quand on lit le poème, c'est déjà quelque chose qui est fini, plus ou moins. Même si, évidemment, le texte reste toujours ouvert, il y a toujours cet horizon qui s'ouvre. Mais quand même, c'est le texte qui est cristallisé, qui est parfait du point de vue de la forme, qui est déjà le produit, disons, d'une réflexion peut-être... en tout cas, on ne sait jamais combien de temps prend l'écriture du poème, mais c'est déjà le résultat plus ou moins fini et affiné. Est-ce que le traducteur peut-être vit la naissance même du poème? C'est-à-dire, il cherche aussi, il fait aussi ses choix, il assiste presque au moment de la création du poème. C'est une idée qui m'est venue en vous écoutant. Oui, mais Katia l'a très bien dit, on tue son propre moi. C'est vrai. Et il me semble que, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais c'est très difficile de corriger une traduction. C'est pour ça que je pense qu'il faut traduire des poèmes brefs. Parce que la traduction vient tout seul ou pas du tout. Toute seule ou pas du tout. Et
pourquoi je suis aussi très sensible au fait que Katia s'intéresse à des mythologies anciennes, comme Pouchkine, comme Akhmatova. Elle sait qui est la muse. Et quand Pouchkine en parle, quand Akhmatova en parle, la muse, ça n'est pas seulement quelque chose pour passer des examens ou pour réussir à des émissions de télévision où on pose des questions. Quelle est la liste des muses? Non, la muse existe réellement et Katia en parle très bien. Merci Quelle belle beaucoup. filiation. Ah. Excusez-moi, je ne voulais pas vous couper. Tout simplement, avec les muses chez Pouchkine, chez Akhmatova, il y a une très belle filiation, n'est-ce pas, Katia? Et c'est vrai que Pouchkine, par exemple, il s'amuse beaucoup avec sa muse, avec ses muses. Hein. Donc, toutes ces sortes de mascarades qu'il organise avec ses muses qui doivent marcher, qui sortent aussi un peu de leur rôle, on ne peut pas les maîtriser. C'est très drôle avant tout. Donc, comme dit Jean-Louis, c'est une personnalité vivante. Est-ce que c'est bien le cas aussi pour vous? Merci beaucoup pour cette question. La jeunesse du poème, le moment qui précède le moment de l'écriture, m'intéresse beaucoup et j'ai toujours essayé de lire les témoignages des poètes qui parlent de ce moment qui précède de l'écriture où c'est le rythme qui précède, qui est vide du sens, mais comme le décrit Henri Méchenique dans son critique du rythme, ou bien ce sont des mots qui surgissent et ce sont eux qui donnent le rythme. Mais ou bien il y a des poètes qui ont l'image d'abord et puis les mettent en parole, en rythme. Et c'est de cela que j'ai fait mon sujet de recherche scientifique. J'écris sur l'imagination sonore. Et ma thèse, c'est sur l'imagination poétique chez Paul Verlaine. Et bien sûr, ça conduit nécessairement vers la notion de l'imagination sonore, auditive. Donc, merci pour cette question. Je crois que c'est normalement, la traduction, c'est l'inverse. Quand on a le résultat et on y colle des mots, comme par exemple Alfred de Vigny, je crois, dans ses brouillons, il écrivait le poème, le sujet du poème, les images en prose, et puis les mettait en rime. Mais qu'il y a des différentes manières d'écrire, même le poème original. Et pour la traduction, ça m'est arrivé de procéder par le rythme qui précède le sens. Par exemple, quand j'ai dû traduire de l'allemand que je ne maîtrise pas, et j'écoutais les enregistrements de poèmes et donc je mettais sur ce rythme les mots arrivaient maintenant après ils collaient au rythme. Voilà, je vois un message, je crois. Oui. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir? Je crois que c'est Gérard Bensour. Ah oui, c'est Gérard Avanceau. Bonjour. Alors, quelle est sa question? Moi, je ne vois pas. C'est vraiment, c'est une rencontre, comme on se retrouve aux éditeurs réunis. C'était, on se voyait là-bas. Comme on sait, les Russes sont
sont nourris de poésie, certains savent tout Eugène Onégine par cœur. En France, la poésie n'est pas aussi vitale, hélas, manque de mémoire, ou bien autre source de vie. Peinture, par exemple, on traduit plus la poésie française en russe que la poésie russe en français. Eh bien, est-ce que je me trompe? Merci beaucoup pour cette question. Hélas, non, il ne se trompe pas. Mais ça, c'est... Mais je crois que c'est bien normal qu'en Russie, on traduise plus la poésie française parce qu'on a... La traduction poétique fait partie de l'école poétique russe et c'est comme un peu comme un concours de Blois autour de certains poèmes français. Par exemple, Paul Verlaine, pour Paul Verlaine, on connaît une vingtaine de variantes de traduction de Pour et il pleure dans mon cœur. Et chacun passe par ce texte et même en sachant que il est impossible de rendre cette musique française, et on vit ce moment de rapprochement avec l'auteur et on essaie de... et c'était aussi, en Union soviétique, la traduction, c'était aussi une manière de se publier quand les poètes ne pouvaient pas publier leurs propres poèmes. Pour Boris Pasternak, par exemple, la traduction, c'était comme une sorte d'échappatoire. Merci beaucoup, Katia. Malheureusement, le temps passe très, très vite. Jean-Louis Bacquet, si on vous demande de dire un mot de conclusion, que diriez-vous pour cette rencontre? Eh bien, je ferai l'éloge d'Arina Rodionova. Je pense que si les Russes sont baignés de poésie comme ils le sont réellement, ils le doivent à Pouchkine, parce que Pouchkine a écrit des superbes poèmes, mais il a écrit aussi des contes pour petits-enfants que tous les petits-enfants savent par cœur, parce qu'ils l'ont appris de la bouche de la babouchka. Et je crois que ça fait une très grande différence entre la tradition poétique en France, qui est tout de même très livresque, et la tradition poétique en Russie, qui n'est pas que livresque. Ça vaut ce que ça vaut. Merci beaucoup pour cette évocation parce que les contes de Pouchkine, c'est quelque chose qui m'est vraiment très, très, très proche parce que j'ai commencé à parler par un conte de Pouchkine. C'est mon arrière-grand-mère qui disait les poèmes et c'était Сказка о рыбаке и рыбке. Et elle a fait une pause et avant la rime, mais non, ce n'est pas la rime, mais le mot final de la ligne, et je l'ai prononcé parce que je l'avais déjà mémorisé. C'était море, жили старик со старухой у самого синего моря. Donc j'ai prononcé le mot море, c'était la première fois que j'ai prononcé. Donc vous avez tout à fait raison, c'est quelque chose qui nous forme. Pouchkine, c'est pour nous, c'est notre tout. Merci beaucoup à vous deux. C'est très difficile d'interrompre ces échanges. Je voudrais juste rappeler que ce n'est qu'une des rencontres à l'occasion de l'apparition de cette anthologie. Nous en prévoyons encore un certain nombre parce qu'il semble que cette forme que nous avons trouvée ce soir, c'est-à-dire dialogue poète-traducteur, c'est une forme très féconde. Elle nous inspire tous. Donc, la prochaine occasion, ce mercredi, Michel Fink
son nom a été prononcé aujourd'hui à plusieurs reprises. Michel Finck va présenter l'anthologie dans ses grandes lignes. Donc, faut-il rappeler que Michel Finck, elle-même poète, elle est comparatiste renommée, spécialiste de la poésie européenne, professeure de littérature comparée à l'Université de Strasbourg. Et, comme c'était dit aujourd'hui, elle a écrit la postface pour notre livre qui est remarquable. Car là-bas, dans ce texte, pratiquement chacun des poètes de l'anthologie est vu dans ses rapports avec la poésie européenne, dans toutes sortes de liens que peut-être les poètes eux-mêmes n'ont pas fait conscience. Donc c'est tout à fait passionnant et elle va présenter en grande ligne l'anthologie avec son regard comparatiste qui lui est propre. Sur mercredi à 18h30. Donc, je vais terminer avec cet appel de lire ce petit volume en espérant que chacun de vous peut trouver quelque chose qui lui parle, qui peut devenir une petite ou peut-être une grande découverte. Grand merci à vous tous. Une très belle soirée. Merci beaucoup, Tatiana. Merci beaucoup, Jean-Louis. Merci beaucoup à vous deux. Вы меня слышите теперь? Да, Малаша, у меня какая-то была полная катастрофа, она и продолжается, я вообще ничего не вижу. У меня вместо экрана Zoom написано, и все, и я говорю в пустоту. Это ты отключил твое видео? У меня как бы... Я ничегошеньки не делала, да. В общем, это, и ты знаешь, ну, когда я говорила, это было ужасно, потому что я не понимала, куда я говорила. Слышно меня, не слышно, что-то прервалось, не прервалось. А почему? Я не поняла, потому что тебя было видно, мы все тебя видели, j'arrive plus à mettre ma caméra. Но это не мешало слушать, все было понятно. Да, но странно, что ты себя не видела. Абсолютно не видела ни себя, никого. По-моему, это замечательно было. Огромное спасибо.